Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Maître Tamara Davis. Je suis chef de la direction de la Fondation du barreau du Québec. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous des midis webconférences d'automne de la Fondation du barreau du Québec. Vous êtes plus de 150 participantes et participants aujourd'hui, connectés de partout au Québec. Je salue notamment nos collègues de Trois-Rivières, Métis-sur-Mer ou Lévis. En réservant votre place, vous avez posé un geste de soutien qui nous permet de continuer à publier des guides d'information, subventionner des projets de recherche ou encore accorder des bourses à des étudiantes et étudiants stagiaires qui souhaitent accéder à la profession. Nous sommes également fiers de bénéficier pour cette saison du soutien de deux partenaires présentateurs majeurs, le CAGE et la Corporation de services du barreau. Le CAGE est le courtier en information juridique du Québec. Il négocie pour ses membres l'accès à l'information juridique essentielle et ce, au meilleur coût. Les ressources juridiques québécoises et canadiennes sont ainsi à la portée de membres, où qu'ils soient et quelle que soit leur pratique. La Corporation de services du barreau du Québec, qui offre aux membres du barreau des services de qualité et pertinents pour leur exercice de profession. La Corpo vous accompagne notamment dans votre développement professionnel avec Jury Carrière, le portail d'emploi juridique, dans votre pratique en droit de la famille avec Jury Famille, dans vos besoins financiers avec les fonds de placement du barreau du Québec. Des milliers d'avocates et d'avocats du Québec font appel aux services de la Corpo. Consultez leur site pour en savoir davantage sur leurs publications. Un petit rappel sur le déroulement de cette webconférence. La présentation sera suivie d'une session de questions-réponses. Nous vous invitons à utiliser l'icône en bas de votre écran pour poser vos questions par écrit. Merci également de vous identifier avec votre nom et prénom. Je vous rappelle que ces questions n'ont pas vocation à traiter des cas particuliers. Vous recevrez un courriel la semaine prochaine avec le lien pour la rediffusion sur notre chaîne YouTube et votre attestation de participation. Quelques mots sur Maître Hélène Montreuil. Nous avons le plaisir d'accueillir comme conférencière Maître Hélène Montreuil, gouverneure de la Fondation. Maître Montreuil est diplômée notamment d'un DESS en éthique, un DESS en ressources humaines et organisation, d'un MBA, d'un baccalauréat en éducation. Elle est membre du barreau, mais également de l'Ordre des administrateurs agréés et CRHA. Elle a étudié à l'Université du Manitoba, à l'Université Laval, à l'Université d'Ottawa, à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne et à l'Université du Québec à Rimouski. Elle est avocate en pratique privée depuis 1976 et chargée de cours à l'Université du Québec à Rimouski depuis 1984, principalement en droit du travail, administration et négociation de la Convention collective, gestion des ressources humaines et éthique. Elle a écrit de nombreux livres d'administration et de droit et présenté plusieurs mémoires devant la Chambre des communes à Ottawa et devant l'Assemblée nationale à Québec. Elle a également prononcé de nombreuses conférences et dispensé des formations au Canada et aux États-Unis. Elle concentre ses activités principalement en droit du travail et en droit disciplinaire. Lors de sa présentation, elle reviendra sur l'évolution des droits de la communauté LGBTIQQ2SAA, à la fois au Québec et dans le monde, ainsi que sur son propre parcours et ses revendications. Sans plus tarder, je lui cède la parole. Maître Montreuil. Bonjour à tous et bienvenue. Évidemment, aujourd'hui, j'ai demandé à ce qu'on vous envoie en préalable le PowerPoint en question qui fait une 130 diapositives. J'aurais pu en faire une cinquantaine de plus très facilement. Le sujet est très, très vaste. Mais évidemment, si on prend compte du temps qu'on a devant nous, il faut consacrer moins de 27 secondes par diapositive. Donc, on ne les verra pas tous systématiquement les unes après les autres, mais vous avez à l'intérieur un paquet de liens pour vous permettre de faire le suivi sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Et évidemment, ça s'intitule LGBTIQQ2SAA, puis encore, toutes les lettres ne sont pas là. C'est parce que de plus en plus, on parle de la communauté LGBT, mais il y a plusieurs personnes qui trouvent que ce n'est pas assez vaste. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder d'où elle est, où va-t-elle, etc. Donc, vous avez à l'intérieur, évidemment, une belle photo couleur. On va faire sourire. Ça, c'est la présentation que Maître Davis vous a faite. On passe par-dessus. Mon dernier livre de droit. Et en dessous, le deuxième lien que vous avez à droite, Récif littérature. C'est la quinzaine de livres que j'ai écrits ou j'ai coécrit en administration et en droit. On oublie tout ça et on s'en va directement maintenant dans la présentation. Je vous signale au passage, pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui m'ont connu sous d'autres noms,
comme un exemple Micheline Montreuil. Qui je suis? Je suis une transgenre, donc une personne qui est entre les deux. Je disais qu'un sourire, je ne serai jamais une JJF, une jolie jeune fille, mais je ne serai jamais non plus un BGJH, un beau grand jeune homme. Il n'y a pas de raison d'être fier d'être transgenre, comme il n'y a pas de raison d'être transgenre. Je suis qui je suis Hélène Montreuil. Et je vous renvoie à mes deux sites. On passe plus autre chose. Les commentaires. Ça, c'est un commentaire que je vous fais au préalable qui est important de comprendre pour suivre la présentation. Je dis, plus vous mettez de lettres comme dans LGBTTUQ2, tout le reste, là, plus vous voulez vous singulariser, en tout cas en disant, moi, je ne suis pas une LG, je ne suis pas une BT, je suis une Q ou je suis une 2S. Bon, plus cela complique la vie à tout le monde, au national comme à l'étranger. Parce qu'évidemment, nos chartes des droits ou la loi canadienne sur les droits de la personne ont été conçues au départ pour parler hommes et femmes, de différentes races, couleurs, langues, tout ce que vous voulez. Mais on a rajouté après ça l'orientation sexuelle. On a rajouté l'identité de genre, puis la manière de s'identifier plus généralement. Là, il y a d'autres personnes qu'on voudrait qu'on rajoute d'autres choses. Je vais vous l'expliquer tout au long de la présentation, qu'on peut compliquer la problématique au fur et à mesure, mais présentement, pardon, les lois sont relativement correctes. Ce qui n'est pas correct, souvent, ce sont les personnes qui ont la charge d'administrer les lois. C'est là qu'on va voir qu'on a un problème. Bon. Là, j'aborde juste un petit paragraphe, je vais revenir plus loin. Dans mon passeport, j'ai un F, puis je ne voudrais pas parler d'un X, même si on y a le droit au Canada, parce que je ne veux pas d'emmerdement dans d'autres pays. Bon. Donc, puis je vous dis à quel sourire, que va faire le gouvernement si je suis emprisonné? Il va m'envoyer le consul canadien le plus proche me visiter en prison, me dire j'aurais pas dû venir dans ce pays, que le gouvernement du Canada fera des pressions diplomatiques, me sortir de ma fâcheuse position, peut-être dans quelques années. Appelez-vous un dénommé Raouf Badawi, qui ça fait 8 ans qu'il est emprisonné en Arabie Saoudite, ou nos deux amis Michael qui sont emprisonnés en Chine. Quelle que soit la raison, si vous faites ramasser quelque part à l'étranger, vous risquez quelques petits problèmes. Le site officiel, ça c'est le titre que vous avez vu dans l'annonce sur l'annonce de la Fondation, sur le site web de la Fondation. Donc, l'évolution des droits de la communauté. On va faire le tour pour voir qu'est-ce que ça peut être. Bon. Évidemment, ça tient compte de la réalité d'aujourd'hui. Là, je fais le tour juste pour m'amuser. Qu'est-ce qu'une lesbienne, un gay, un bisexuel, transgenre, transsexuel? Il y avait oublié un T, le travesti, il est là maintenant. L'interlexuel, le queer, la personne en questionnement, le two-spirited, pour ça le 2S, l'asexuel, l'allié, on rajoute le drag queen, la drag king, on rajoute le fétichiste. Donc, vous pouvez en mettre autant que vous en voulez, c'est juste pour dire que ça peut être assez compliqué. Puis, je vous ai fait un résumé sur une page. Toutes les bébites dont on va parler aujourd'hui, comme vous voyez, il n'y a pas de... On essaie de faire avec l'anagramme LGBT quelque chose de global, mais c'est sûr qu'il y en a qui ne seront jamais satisfaits. Des LGBT, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ceci. On n'est pas un pareil, mais on est tous autour de la même table. Des fois, c'est difficile de faire des revendications, des représentations pour user tout le monde. Puis le mouvement LGBT dans le monde, si je vous donne un indice, allez faire un tour sur le site de l'ILGA, l'International Lesbian, Gay and Transsexual, etc. C'est l'Association internationale des gays et lesbiennes qui possède une tonne d'informations. Ça vaut la peine. On vous le dit, sur la Fédération mondiale, il y a plus de 1600 organisations provenant de plus de 150 pays qui en font campagne. Donc, quand on veut de l'information, c'est la première source où vous devriez aller. Je vous ai mis en bas le lien Internet pour aller sur leur site. Ils sont en plusieurs langues. Ils sont français, anglais. Puis, il y a de mort, il y a de l'espagnol puis de l'allemand aussi. C'est très gros. Puis, vous remarquez d'ailleurs, il y a toutes des ILGA en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Océanie. C'est très, très bien structuré avec le temps. Et sur leur site à eux, vous pouvez trouver des cartes comme ça. Des cartes, il y en a des dizaines. Donc, je vous dis, allez sur Google puis tapez cartes monde LGBT. Vous allez trouver à peu près une centaine de cartes, toutes des différences par pays, où sont le plus raciste, le moins raciste, où on protège davantage les droits, où on ne le protège pas, où le mariage gay, où il n'y a pas de mariage gay.
C'est fichument bien fait, c'est une très, très belle compilation. Maintenant qu'on a mis les LGBT dans le monde, essayons de faire un tour au début, évidemment. Donc, on dit, c'est quoi, évidemment? C'est un mouvement qui s'est créé pour faire évoluer les droits des personnes. Bon. La raison est très simple, c'est que si on allait avant les années 1900, il n'y a pas réellement d'écrit, il n'y a pas de loi réellement dessus. C'est assez sombre comme période. On commence à avoir réellement de l'information qu'on peut utiliser en droit à partir des années 1850-1860. Bon. On va commencer par le mouvement en allemand. Vous voyez, on commence en 1897. Il y a un comité scientifique qui va être créé justement en vue de faire abolir le paragraphe 175. Le paragraphe 175, on va le voir à la page suivante, je vous l'ai traduit en français. Les actes sexuels contre nature qui sont perpétrés, que ce soit entre personnes de sexe masculin ou entre hommes et animaux, sont passibles de prison. Il peut être aussi prononcé la perte des droits civiques. C'est quoi un acte sexuel contre nature? Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Et vous voyez, ça ne touchait pas les femmes dans le temps. On parlait de personnes de sexe masculin ou entre hommes et animaux. Bon. Vous avez la même chose quand ils ont modifié le code en 1933 pour acheter entre autres 175A et 175B. On parle toujours d'animal. Donc, évidemment, il faut comprendre qu'en Allemagne, la liberté sexuelle était plus ouverte. S'il y en a qui ont déjà vu le film Cabaret, et vous remarquez au début de l'intronisation, puis le chanteur, le maître de cérémonie parle en français, en anglais puis en allemand, Berlin était une ville très, très libre. Donc, il y a eu l'utilisation, effectivement, de l'homosexualité. C'était assez courant en Allemagne, mais c'était quand même punissable. Évidemment, de 1860 à 1920, on dit que les homosexuels procédaient à leur bar, procédaient à leur restaurant, même une revue, Der Engene, le propre en français. Mais malgré tout, il y a eu une affaire, un scandale là-dedans, puisque l'entourage de l'empereur était homosexuel. Donc, on a commencé à ce moment-là à se poser un petit peu plus de questions sur l'homosexualité et sur son importance dans le monde. En même temps, en France, il s'en est créé une sous-culture aussi, on vous en parle. Donc, veut pas, le début du 20e siècle, c'était le début officiellement ouvert, évidemment, de la question homosexuelle et lesbienne en Europe principalement. En Amérique, ça va être beaucoup plus discret. Transsexualiste dans le monde, on dit quoi? La Cour européenne définit personnes qui, tout en appartenant physiquement à un sexe, ont le sentiment d'appartenir à un autre. Bon. Ils ont commencé à s'en parler, pour ça, je vous ai fait des liens aussi pour les retrouver. Et il faut savoir que le transsexualisme, c'est quelque chose qui est né en tant que tel avec le 20e siècle aussi. Je vous donne l'exemple de 4 personnes qui sont plus ou moins connues. Dans ce cas, la première, Lily Elvenes, connue pour le nom de Lily L. Ça a été la première qui a fait une transition d'homme à femme. Le problème, ils ont tenté de lui greffer un utérus et ça n'a pas marché. Elle est morte 3 mois après la greffe de l'utérus. Christine Jorgensen, qui est notre première vraie transsexuelle. RuPaul, que vous voyez évidemment en spectacle. Et la plus célèbre présentement, c'est Kathleen Jenner. Elle a couru les Jeux olympiques en 1976 à Montréal sous le nom de Bruce Jenner et elle a remporté la médaille d'or. Ce n'est pas une andouille à patte. Hein? Elle a amélioré 3 fois le record du monde de la discipline. Elle est devenue femme. Il y en a une 5e qu'on pourrait vous nommer Hélène Montreuil, mais elle n'est pas importante. On continue. Au Québec, évidemment, je vous signale un jugement qui est très, très important à lire. Ceux qui ont jamais travaillé dans le domaine, allez lire le jugement de ce qu'on appelle couramment la Maison des jeunes. C'est un jugement qui date quand même de 20 ans, mais la juge Rivet fait un très, très bon tour des règles de droit, de la jurisprudence, de la doctrine concernant le changement de sexe. Même si le jugement a vieilli un peu, il reste une base importante pour comprendre. C'était un cas de discrimination. Le jugement, comme on dit dans le paragraphe, régulièrement cité dans toute cause concernant un transsexuel, un transgenre ou une personne en état de transition. Le gars avait tout simplement transité d'homme à femme et la maison des jeunes, qui était une maison pour encadrer les travailleurs de rue, n'aimait pas ça. La question faite, ils l'ont congédié puis un autre en disant qu'on congédie tout le monde parce qu'on n'a plus de budget. On n'aura pas de problème. La transsexuelle l'a poursuivi puis elle a gagné contre la maison des jeunes.
Donc, c'est peut-être le premier jugement réel qu'on a en cette matière au Québec. Donc, très important de le lire. Comme je vous dis, à la fin de ce jugement, nous y retrouvons 7 pages de jurisprudence et de doctrine. Faites-vous un plaisir de le lire si le sujet vous intéresse. Kimberly Nixon versus Vancouver Relief Society. C'est quelque chose d'important. Je vous ai mis la critique qui est donnée parce qu'elle est très bien faite en anglais. C'est très simple. C'est que Nixon, c'est un homme qui est devenu femme, purement seulement, et il voulait travailler dans une espèce de maison pour femmes violentées et battues. Et la restriction qui a été faite dans ce cas-là, elle est très simple. C'est que tout simplement, on a dit, on ne peut pas prendre un homme devenu femme puis le mettre dans un groupe où c'est des femmes qui ont été violées ou battues par des hommes. Il y a plusieurs femmes qui ne le prendraient pas. D'ailleurs, on a la même exception dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, où on dit purement et simplement que des organismes peuvent, pour les questions charitables, pour les questions religieuses, pour les questions sociales, éliminer certaines personnes. Elle avait gagné au premier niveau, mais elle a perdu en appel. Le dossier s'est rendu jusqu'en Cour suprême, mais évidemment, la Cour suprême a refusé d'entendre le dossier. Mais c'est un jugement intéressant, c'est pour dire qu'il y a une limite jusqu'où on peut s'étirer. Moi, personnellement, je ne serais pas allé travailler dans une maison pour femmes battues. Je considère que ma propre situation, étant quelque part entre les deux, ça rendrait des gens mal à l'aise. Mais Kimberly Nixon voulait le faire. Elle l'a fait, elle l'a poursuivi, mais ça ne lui a pas donné raison, malheureusement, pour elle. Bon. Il y a une cause qui est encore plus détaillée, puis elle est en français, celle-là. C'est celle de Cynthia Cavanaugh, qu'on a procureur général du Québec. Encore une fois, c'est une transsexuelle d'homme à femme. Elle a été emprisonnée dans un pénitencier pour hommes. Pourquoi? Parce qu'au départ, elle était un homme, puis elle a transitionné peu à peu en femme. Bon. Je vous donne la décision, et c'est une décision qui est super, super intéressante à lire. Ils vont faire le tour de tout le système judiciaire. Parce que là, ils nous expliquent, je vous mets les quelques premiers paragraphes de la décision, qui expliquent qu'est-ce qui s'est passé. Et après ça, je vous donne les conclusions à l'effet qu'il y a eu des manquements du SCC. Le SCC, c'est le Service correctionnel du Canada, donc les autorités pénitentiaires. C'est important de le savoir, purement et simplement, parce qu'on fait quoi avec une personne en prison qui rentre comme homme et qui veut devenir femme? Est-ce qu'on lui accorde des droits? Ça a fait l'objet d'énormément de questions. J'ai mis les principales conclusions purement et simplement. Et regardez ce que j'ai marqué ici à l'intérieur du jugement. On va traiter du transsexualisme dans les paragraphes 19 à 28, de l'inversion chirurgicale et les détenus de 48 à 91, du placement des détenus transsexuels au stade préopératoire 92 à 133 et les principes juridiques de 134 à 139. Évidemment, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Je vous le dis, lisez-le, ce jugement-là, ça vaut la peine, c'est très bien fait. Si vous avez à défendre des personnes qui sont dans une telle situation, ou si vous avez malheureusement à les poursuivre, vous allez voir tout un paquet d'arguments qui ont été servis par le tribunal canadien des droits de la personne. Bon. Mais c'est évident que la grosse question qui se posait, quand quelqu'un rentre au départ comme homme dans une prison, est-ce qu'on le met dans la prison pour femme ou pour homme? La question, c'était, on le met dans la prison pour homme, mais c'était la transition entre le pour homme et pour femme qui a pris du temps. Ils l'ont envoyé en premier dans la prison de Millhaven en Ontario, qui est une prison à sécurité maximale, puis ils l'ont transféré 2-3 prisons avant de finalement de l'envoyer à Joliette au Québec, qui est la prison pour femmes. Donc, c'est juste pour dire, c'est une cause super intéressante à lire. Et là, regardez, vous connaissez tous probablement la notion de contrainte excessive qu'on a vu un peu partout. Et on fait le tour. Le terme contrainte excessive n'est pas défini dans la loi. Toutefois, là, on reprend d'autres arrêts, etc. On va établir qui est excessif ou non. Là, la Cour suprême dit que quoi excessif, le supposé qu'un certain nombre, une certaine contrainte est acceptable pour satisfaire un nombre. Il faut donc que la contrainte soit excessive. Là, finalement, ils vont dire, dans le fond, du service correctionnel canadien, c'est pas une contrainte qui est excessive. D'accord, c'est une contrainte, mais la Cour suprême a déjà dit qu'une certaine contrainte était acceptable. Ça vaut la peine de faire le tour. Au Québec, on a eu un mouvement LGBT qui est né dans les années 70, mais ça ne s'est pas rendu loin.
on vous le dit en dernière ligne, ça s'est dissout notamment en raison du harcèlement policier. Vous savez, j'ai une de mes amies qui était présidente de l'ATM, l'Association des transsexuels, l'ATQ, l'Association des transsexuels du Québec, Marie-Marcel Godbout. Et dans les années 70, elle a même été arrêtée pour avoir osé se promener sur la rue avec une robe. Arrêtée, menottée, envoyée au poste de police. Mais finalement, elle ne faisait rien. Ils l'ont libérée. Mais quand même. Les principaux groupes LGBT au Québec, je vous en donne 3. Le Conseil québécois, l'Arc-en-Ciel et le Centre communautaire de Montréal. Et en plus de ça, il y a un guide que je vous ai mis en bas. Vous allez avoir des tonnes de ressources LGBT à cet endroit. Aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est là que ça a été le plus violent, le plus agressif. On dit évidemment qu'après la Première Guerre mondiale, il y a de nombreux gays qui sont installés à New York. Bon. Évidemment, comme il y a eu la prohibition des années 20, ben, il y a eu des bars marginaux, puis les gens consommaient de l'alcool. Il y en a même qui a essayé d'ouvrir un certain salon de thé. Vous allez voir le nom, le Evengout en bas. Il a été fermé pour obscénité. Pourquoi? Parce qu'il y avait des homosexuels, des lesbiennes, des transgenres qui allaient. On va avoir 2 sociétés qui vont avoir été fondées aux États-Unis, la Mattachine Society et le Daughter of Abilities, pour tenter, encore une fois, d'essayer d'organiser le mouvement gay et lesbien. Donc, vous voyez, 1950, 1955. Mais ça existe toujours, mais ça a eu de la misère un peu à s'implanter. Puis après ça, il y a eu la fameuse guerre du Vietnam. Évidemment, là, il y a encore eu plus de manifestations aux États-Unis à propos de tout et de rien. Bon. On continue. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? La communauté homosexuelle commence à s'organiser, comme on le voit dans le début des années 60. Bon. Ils ne sont pas les seuls. Mais regardez en bas le dernier paragraphe que j'ai mis en rouge. Il était banal pour la police avant 1965 de relever l'identité des personnes présentes dans ces bars. Les forces de l'ordre justifiaient ces mesures par attentat à la pudeur en cas de baiser, le port de vêtements traditionnellement réservés au sexe exposé ou simplement la vente prohibée d'alcool aux homosexuels. On les amenait au poste de police, on leur donnait 2-3 coups de matraque et après ça, on les relâchait. Donc, c'était la méthode de faire dans ce temps-là. Évidemment, en même temps, vous voyez, on parle d'une campagne du maire de New York qui voulait débarrasser tous les gays de la ville. Pourquoi? Parce que l'exposition internationale de New York de 1964-65 arrivait, puis on ne voulait pas tout simplement qu'on retrouve des gays, des lesbiennes quelque part. Bon. Évidemment, ce n'était pas populaire auprès des gens, puis on vous le disait, peu d'avocats acceptaient de défendre des cas aussi indésirables. C'était pas bon, c'était pas politiquement correct. Et là, on commence au point intéressant. Au 53 Christopher Street, au cœur de Greenwich Village, il y avait un bar, le Stonewall Inn. Okay? C'est un des seuls bars gays. Okay? Il recevait évidemment à peu près tout le monde, les marginaux, transgenres, travestis, jeunes hommes efféminés, prostituées, jeunes sans-abri, etc. Et évidemment, il donnait régulièrement des pots de vin à la police pour avoir la paix. Bon. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? On dit en 69, en juin 69, cet établissement fait le soir du 28 juin l'objet d'une descente policière qui est ressentie par les clients comme la descente de trop. Donc, les séries ce qu'on avait appelé couramment les émeutes de Stonewall sont une série d'événements qui sont souvent considérés comme le premier exemple de lutte des personnes lesbiennes, bisexuelles, etc. Ça a été le symbole de l'explosion. Vous remarquez, ça a lieu au mois de juin. Et quand on parle ici de la fierté gay à Montréal ou à travers la province ou partout, on la célèbre au mois de juin. Bon. Évidemment, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Ça a pris énormément d'ampleur. On va aller à la page suivante, on va le décrire. Normalement, les propriétaires étaient prévenus à l'avance de l'arrivée de la police. La descente avait lieu, un exemple, à 9 h du soir. Le monde sortait du bar, la police, sa descente, ils repartaient, tout le monde rembarquait. Mais cette fois-là, ils l'ont fait à 1 h 30 du matin. Les seules personnes interpellées étaient celles sans carte d'identité ou portant des vêtements habituellement réservés au personnel du sexe opposé. Les transgenres, les travestis. Ah! L'émeute commence après que Stormy Delavari, vous allez avoir, il y a 3 noms.
de la Vallée, c'est une lesbienne. Les policiers tentent de l'arrêter, elle se débat, elle est blessée à la tête, puis elle crie à la foule, pourquoi vous ne faites rien? C'est elle qui a donné le premier coup de poing qui a déclenché l'émeute. Sylvia Rivera, c'est une trans comme moi, a été la première à acheter la bouteille sur les policiers. Eux autres, les policiers sont réfugiés dans le bar. Marsha Johnson, une autre femme trans noire, elle lance des briques sur les pare-brises des voitures de police. En tout cas, c'est l'émeute qui commence. Bon. Il y a à peu près 2000 émeutiers parce que le propriétaire de la librairie à côté appelle tous les journaux et les invite à venir prendre des nouvelles de ce qui se passe parce que ça vircroche un peu. Donc, pendant la nuit, de nombreuses femmes transgenres et des hommes G3 efféminés furent pris à partie par les forces de police et battus. Première journée, 13 personnes furent arrêtées, 4 policiers ainsi qu'un grand nombre de manifestants sont blessés. Ils sont rendus la foule à 2000 personnes. Il y avait 400 policiers qui étaient arrivés sur place. La police n'était pas capable de venir à bout d'une bande de filles comme moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a envoyé la Tactical Patrol Force, leur unité SWAT, là, vous savez, les unités anti-émeutes. Cependant, ces hommes ne parvinrent pas à disperser la foule, continuant à leur jeter des pierres et toutes sortes de projectiles. Okay? Donc, évidemment, les échauffourées ont duré 5 jours. Imaginez-vous une escouade anti-émeute qui n'est pas capable de prendre un bar défendu par des filles. Ils ont trouvé la sauce dure, puis comme ça a duré 5 jours, tous les journaux, tous les postes de télévision, des radios, tout le monde diffusait ça à grandeur des États-Unis, que vous aviez les pauvres petites filles qui étaient massacrées par des méchants policiers. Ça a été très dur pour le moral des forces policières de New York, mais c'est parce que tout le monde les blâmait. Vous voulez leur faire quoi? Elles veulent tout simplement boire un verre en paix. Bon. Évidemment, ça crée un fossé en même temps que d'un seul coup, tout le monde, tous les gays, lesbiennes sont tous réunis ensemble et on dit on est tous les mêmes victimes, il faudrait qu'on s'organise. C'est là qu'on dit en l'espace de 6 mois, 2 organisations pour la défense homosexuelle ont été créées à New York. On a créé des journaux en même temps. Okay? Donc, veut pas, l'année suivante, le 28 juin 70 à Los Angeles, New York, on a commencé les premières parades de la fierté gay. Et la fierté gay, ça déroule aussi d'une raison. Notre fameux bibliothécaire à côté, le propriétaire de la librairie, il a participé à une marche du 4 juillet à Washington, la fameuse marche de l'indépendance, qui était organisée entre autres par la Mattachine Society. Mais regardez la remarque qu'on vous met. Constatant qu'au cours de cette manifestation, les leaders du Mattachine séparaient les couples de femmes d'homosexuels trop voyants, Craig Rodwell décide qu'il organisera dès l'année suivante une manifestation en l'honneur des événements de la Christopher Street. Donc, c'est pour ça que ça a été créé, tout simplement parce que même entre eux, les homosexuels, quand ils en voyaient qu'ils étaient trop vivants, trop voyants, ils les tassaient de côté. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, dans une parade, la fierté gay à Montréal, quand TQS existait encore comme réseau de télévision, on avait, ils avaient interrogé des gens qui regardaient le défilé. Il y avait un couple d'homosexuels assis à une table, très, très bien habillés, veston, chemise, cravate. Puis on leur a demandé qu'est-ce qu'ils pensaient de ça. Il dit, ce ne sont pas des vrais homosexuels. Regardez, moi, je suis bien habillé, je ne porte pas de bas culottes petits collants. C'est avoir entendu la remarque comme ça, qui était sexiste de la part d'homosexuels. On est des vrais homosexuels, nous autres, on ne porte pas de bas de nylon. En tout cas, ça laisse une idée que ça a beaucoup évolué depuis le temps. Okay? Évidemment, ça, c'est une étape importante, etc. Ils ont même fait un film sur ça. Vous avez 2 films, Stonewall de Roger Emmerich et Stonewall de Nigel Finch. Bon. Jusqu'à date, est-ce qu'il y a des questions? Pas réellement, vous trouvez ça intéressant, extraordinaire. 3 personnes LGBT à souvenir. Sylvia Rivera, c'est celle qui, dans le temps qu'elle a participé aux fameuses émeutes avec Delormery et avec Marsha Johnson. C'est important. Elle était abandonnée par son père, élevée, etc., par sa grand-mère. Je vous l'ai mis pour ceux qui ont besoin d'informations. Elle est morte finalement d'un cancer. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a créé une association importante, STAR, qui était seulement pour aider les gens qui avaient des problèmes à vivre leur sexualité. D'ailleurs, à New York,
à côté de l'avenue Hudson Street, vous voyez, la ville de New York a mis une pancarte pour l'honorer, Sylvia Rivera Way. Martha P. Johnson, elle est morte massivement. On suppose qu'elle a été assassinée. OK. Ça va. Et la dernière, Stormy Delavery, elle, finalement, c'était une lesbienne. C'est elle qui s'est battue énormément. Elle a encouragé, évidemment, après ça, la foule à travailler. Elle a participé à on pourrait dire, des surveillances dans le quartier pour encourager les gens quand même à respecter la loi. Elle est morte de sa belle mort. Mais elle a toujours dit que ce n'était pas une rébellion. C'était un soulèvement, un acte de désobéissance civile. Ce n'était pas une foutue émeute. Et ils en ont mis une plaque sur le Stonewall. Et même, je suis allé plus loin. À Paris, il y a la place des émeutes de Stonewall. Ils ont rendu compte, évidemment, de la lutte pour l'égalité des droits LGBT à travers le monde. Ça, on vient de finir en tant que tel la partie américaine. L'état du droit, ben, c'est pas compliqué. Dans la Charte canadienne des droits, la Charte, vous savez, elle ne peut pas être modifiée sans entente constitutionnelle. Donc, il y a seulement le mot sexe qui apparaît. On ne se rend pas plus loin que ça. Les premiers ministres de l'Ouest, dans le temps, étaient contre le fait qu'on parle d'autre chose. Dans la loi canadienne sur les droits de la personne, qui, elle, régit les employés qui travaillent pour des entreprises qui relèvent du fédéral, on parle de quoi, entre autres? Le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre. L'identité ou l'expression de genre, c'est un ajout récent, mais c'est important pour les gens qui le revendiquaient. Mais vous vous rappelez au début, quand j'ai parlé de LGBTQQ, tout ce que vous voulez, là, c'est que tu ne peux pas commencer à modifier chacune des lois pour ajouter tous les termes qu'on a vus au début. On va avoir un problème à un moment donné, là. Et on avait également aussi la Charte des droits et libertés de la personne, où on a la même chose, l'identité ou l'expression de genre, l'orientation sexuelle. Le législateur essaie de couvrir le plus de choses possible. Moi, quand je me suis battu, l'identité ou l'expression de genre, l'orientation sexuelle, ça n'existait pas. On se battait sur la base du sexe. Et on va parler un peu plus tard de la règle du Iusdem Generis, où on essayait d'étirer le mot sexe pour aller beaucoup plus loin. Et c'est là que je vais vous dire tout de suite une partie de mon argumentation. C'est que le système en tant que tel, il n'est pas foncièrement pourri. Mais tu tombes des fois sur des gens bornés, sur des gens mouchés par les deux trous. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on a des problèmes. Moi, je peux vous dire une chose, de tous les juges où je suis passé, j'en ai vu pas mal, soit à cour d'appel, soit en cour supérieure, en cour du Québec ou n'importe où. J'en ai rencontré deux qui étaient un petit peu hostiles à ma situation. Un qui n'arrêtait pas de me traiter de monsieur, alors que ma savante consoeur en face de moi me lançait du concert ou cher consoeur à tour de bras. Le juge me disait même pas maître. Mathieu, c'est mon trait. En tout cas, il y a des juges comme ça. Je n'ai pas porté plainte contre lui. Je considérais que l'aigle que je suis n'a pas associé des cris des oisillons comme lui. De toute manière, un autre juge m'a fait après la même remarque en cour supérieure, lui, en acceptant toutes les objections de mon confrère au point que je n'étais pas capable de parler. J'ai fermé mes livres pour en plein milieu du procès. Je ferme mes livres, je remplis ma valise, je m'envoie le juge. Je dis, vous faites quoi? Ben, c'est évident que vous ne voulez pas m'écouter. Fait que je dis, j'ai rien à faire ici. Rendez votre jugement, rachetez ma cause, j'irai en appel, puis je ferai casser. Le juge dit, vous ne pouvez pas faire ça. Ben, je voyais en dehors. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il dit, non, je vais vous écouter, là, je vous promets. Fait qu'il n'a pas pris une seule objection de l'autre partie jusqu'à la fin que j'ai fini mon intervention. L'autre n'a pas dit grand-chose après. Il a fermé. Comme prévu, il a rejeté ma requête. Comme prévu, j'étais dans le cours d'appel, je l'ai fait casser. Bon. Il y en a quelques-uns qui sont légèrement bouchés. Bon. Maintenant, par contre, je dois dire que la majorité des juges que j'ai rencontrés sont réellement ouverts et nous écoutent. Et donc, à ce moment-là, si on leur soulève des arguments logiques, des arguments basés sur la jurisprudence, sur la doctrine, les textes de loi, l'évolution sociale, ça va de mieux en mieux. Mais on a toujours eu parfois quelques petits problèmes techniques. Évidemment, comme je dis, ma vie se confond un peu avec les grandes revendications LGBT. J'ai fait des mémoires un peu partout. Et comme je dis, je n'ai pas systématiquement ouvert de nouvelles portes, mais j'ai systématiquement transformé des sentiers boueux et sinueux en autoroutes droites et asphaltées.
j'ai aidé à transformer des états de droit qui laissaient à désirer en états de fait. Regardons le premier exemple. Comme je dis, j'enseigne à l'université dans les cours de négociation que je donne. La technique du salami, ça consiste à quoi? Ne pas demander de concession majeure, mais plutôt un grand nombre de petites concessions qui, prévisionnellement, semblent minimes, mais à la longue, on va finir par l'avoir au complet, ce saucisson-là. Bon. Donc, si on y va étape par étape, là, je vous explique la direction du directeur de l'État civil. Je fais une courte présentation pour comprendre pourquoi. La position du directeur de l'État civil, c'est que je ne peux pas avoir un changement de nom à mon acte de naissance tant que ce n'est pas changé à la SAC et à la RAMQ. Puis la RAMQ dit, ben, on ne peut pas échanger tant que le permis de conduire, tant que l'acte de naissance n'est pas changé. Évidemment, c'est logique. Mais le directeur de l'État civil était bouché par les deux bouts. Qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je me suis adressé automatiquement devant les tribunaux contre la SAC et contre la RAMQ, sachant que j'allais les perdre pour avoir deux jugements qui disent le directeur de l'État civil est à côté de la traque. Bon. Une fois qu'on a obtenu ça qui est à côté de la traque, ben là, on va poursuivre le directeur. Bon. Puis là, le directeur va nous dire, entre autres, ben oui, mais c'est parce qu'il y a une question du sexe des prénoms. Demandé dans le temps Micheline, c'est un prénom féminin, ça n'a pas de bon sens. Un homme ne peut pas demander ça. Puis là, c'est là qu'on va construire les poursuites, les unes après les autres, pour aller chercher les pouvoirs. Puis là, on doit s'apercevoir, l'article 27 du jugement, c'est donc sur des faits pertinents établis devant lui, sur des considérations juridiques valables, soit en premier lieu les textes de loi, puis le directeur doit baser sa décision en matière de changement de nom, et non sur les pouvoirs discrétionnaires auxquels il pouvait prétendre. Ce qui est amusant, le directeur ne veut même pas de règlement. Il s'était donné dans sa tête que, puis je vais dire une phrase qu'il m'a dit sérieusement, il avait été chargé par Dieu de protéger l'orthodoxie des noms. Ça m'a dit, il faut l'abattre. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? On a fait des recours, etc., les uns devant les autres. Puis, on continue. C'est allé en cour d'appel. On va revenir après ça, évidemment, sur les critères qu'a choisi la juge Thibault. La juge Thibault, ça tombe bien, elle s'appelle France. Puis, comme j'ai fait la remarque devant le juge quand je l'ai plaidé, vous savez, Madame la juge, France, pour moi, au départ, c'était un prénom d'homme. Parce qu'à la Télé 4, la télévision à Québec, l'animateur s'appelait France Fortin. Fait qu'il dit, quand je vois un juge qui s'appelle France Thibault, ben, j'en conclus que France, c'est un prénom également de femme. Là, je posais la question. France, est-ce que c'est un prénom masculin ou féminin? Seule chose qu'on sait, c'est que quelque part dans le temps, il y a quelqu'un qui a appelé, un exemple, un garçon ou une fille, France, puis quelques temps après, forcément, il y a un autre couple qui a appelé leur enfant de l'autre sexe, France également. Fait que l'usage, ça commence quelque part, mais il va falloir qu'il commence. Mais Mme le juge Fortin a fait une très, très belle analyse sur ça. Je vous invite à la lire. Puis là, elle établit un critère très important à la page, on est rendu à la page 73. Elle établit qu'une période de 5 ans. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, si on fait 5 ans, le directeur de l'État civil ne peut plus nous le refuser. C'est long, mais on va l'avoir à l'usure. Puis évidemment, là, on reprend la question pour la carte d'assurance maladie, le permis de conduire, que évidemment, on ne peut pas demander ça avant parce que c'est basé sur l'acte de naissance. Bon. Évidemment, c'est toutes des choses que le directeur de l'État civil aurait pu accepter en toute logique, mais il ne voulait pas. On est retourné encore contre le directeur une autre fois encore. Bon. Donc, on va voir purement simplement qu'on revient avec, encore une fois, des textes juridiques que ça nous prend et on se rend compte qu'on se ramasse encore une fois en cour d'appel. Et là, ce qui est intéressant, la cour d'appel avait déjà dit qu'une période de 5 ans paraît une période minimale. Mais évidemment, qu'est-ce qui arrive? Depuis le 12 septembre 2000, le prénom Micheline, je l'avais utilisé à tour de bras. Lors de l'audition devant la Cour d'appel, j'ai été autorisé à déposer mon contrat d'emploi comme agent de recouvrement fiscal au ministère des Revenus. Le procureur général me poursuit en disant qu'il ne reconnaît pas Micheline Montreuil, mais en même temps, le procureur général, par l'intermédiaire du ministère des Revenus, embauche Micheline Montreuil. C'est un peu bizarre. De la même manière, mon nom était radié sur la liste électorale parce qu'il n'est pas énoncé sur mon acte de naissance, puis pourtant, je paye mes impôts. C'est rendu complètement loufoque l'histoire. Mais c'est pour dire à quel point, des fois, le ridicule peut faire en sorte que les tribunaux se rendent compte que c'est des situations qui n'ont pas de bon sens. Fait que, même si ça fait 5 ans,
Ça ne faisait pas 5 ans encore. Il m'a accordé mon changement de nom. Donc, la règle du 5 ans que j'ai fait établir, on l'a fait casser. C'est ça qu'on appelle le salami. On y va morceau par morceau, les uns après les autres, mais il faut garder une logique irréfragable, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être contesté. Le juge de Lille en rajoute. Puis le juge de Lille, il est intéressant, son paragraphe 33. Les parents de l'appelant, donc de moi, auraient pu, si elle avait été leur désir, lui donner le prénom de Micheline. Sauf un accroît à la coutume, il n'y a rien en principe qui s'oppose à l'octroi des mâles de prénoms que celui-ci associe à des femmes ou vice-versa. Je vous signale au passage, c'est un fait historique, si vous cherchez Anne de Montmorency, Anne de Montmorency, c'est le général en chef des armées de François Ier. C'est un homme, il est gros, il est corpulent, il a la barbe comme Henri VIII d'Angleterre, mais il s'appelait Anne. Bon. On peut s'amuser longtemps comme ça, puis le juge parle des prénoms comme Claude, France, Chantal, Dominique, etc. Donc, on peut y aller, puis finalement, en bref, les prénoms n'ont pas de sexe, puis un prénom doit être utilisé pendant au moins 5 ans pour obtenir le changement. Bon. Là, je dis que j'aurais pu plaider la folie. J'aurais pu plaider un trouble de personnalité profond, une dysphorie de genre, pour l'obtenir tout de suite, mon changement. On dit que si on a un trouble psychologique, on va nous l'accorder. Mais le barreau aurait pu me radier de l'ordre en disant je suis folle, j'ai bien plaidé que je suis folle. Donc, c'est pas une bonne raison de me radier. Donc, la seule solution dans mon cas, c'était l'usage. Et c'est ce que j'ai fait. En 2008, le directeur, ils ont changé entre-temps. Il m'a accordé le prénom d'Anne. En 2011, il m'a accordé le prénom de Hélène. En 2016, on a fait adopter un nouveau règlement sur le changement de nom. Enfin, premier règlement complet. Et il a modifié mon genre. Donc, depuis 2016, je suis une femme. Vous voyez, comme ça, je change de sexe. Croyez-le ou non. Et je vous cite Jean de La Fontaine, patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Une chose que je n'ai pas marquée, en même temps qu'il a changé mon prénom, mon sexe en 2016, mon genre, il m'a ajouté 3 autres prénoms. Isabelle, Julie, Marie. C'est pour prouver le système que quand tu changes de sexe, tu peux avoir les prénoms que tu veux tout de suite, ça ne prend pas de temps. Bon. On va en reparler plus loin pour des règles, pour ceux que ça peut intéresser. Ça va pour ça. J'ai revendiqué la reconnaissance de l'identité sexuelle comme discrimination dans un des mémoires que j'ai déposé devant le comité d'examen de la loi canadienne sur les droits de la personne en 1999. La loi a été modifiée en 2017. Ceux qui veulent voir le rapport, je vais donner la référence pour le rapport. Il est épais. Il y a à près 150 revendications là-dedans. Ça vaut la peine d'être lu. Après ça, je me suis présenté devant le comité permanent de justice pour revendiquer le mariage et la reconnaissance des unions de même sexe. En 2003, la loi a été sanctionnée en 2005. Pas pire, 2 ans seulement. Et j'ai déposé devant la commission des institutions de l'Assemblée nationale un mémoire concernant le projet de règlement relatif au règlement sur les changements de nom. Et ça a été approuvé. Ils ont changé le projet de règlement. Vous voulez mettre la main sur le règlement, mon mémoire, il est disponible à cet endroit-là. Je vous signale au passage que sur mon propre site Internet en tant qu'avocate, www.maîtremontreuil en un seul mot.ca, vous allez voir la référence plus loin. Vous avez les différents mémoires que j'ai déposés. Ça peut vous intéresser. Puis regardez ce qui est intéressant. On peut avoir maintenant, évidemment, le changement de sexe, mais on n'est plus obligé d'avoir les opérations. Donc, on doit dire que quoi? Qu'on assume et qu'on a l'intention de continuer à assumer cette identité de genre et qu'on comprend le sérieux de ma démarche. Donc, oui, je suis femme, oui, je veux être femme, oui, je veux qu'on me reconnaisse comme femme, etc. Bon, à ce moment-là, ils sont d'accord, ils vont nous le donner purement et simplement. Okay? Puis là, regardez, ce qui est intéressant, c'est l'article 23.2. C'est ça qu'une déclaration de serment d'un demandeur qui nous connaît depuis au moins 1 an en tant que femme. Donc, pour obtenir mon changement de prénom, ça me prend 5 ans. Mais si je demande mon changement de sexe, ça me prend 1 an. Puis en même temps qu'on me donne le changement de sexe, on me donne le changement de prénom. Évidemment, c'est assez particulier. Mais des fois, il y a des incohérences dans la loi, dans l'application. Puis dans mon cas, je n'ai pas eu à fournir de déclaration sous serment. Je suppose qu'ils ont compris que, comme on était rendu en 2016, puis depuis 1997, j'étais dans des tribunaux, ça fait 19 ans que j'étais devant les tribunaux.
Ils ont peut-être compris que le ridicule ne tue pas, mais quand même. Ah! Puis vous voyez, sur le site d'Internet du recteur de civil, pour un simple changement de nom, c'est 5 ans. Donc, allez donc comprendre. Et évidemment, vous avez des choses intéressantes. 2 autres causes qui font jurisprudence partout, où j'ai fait développer le critère des subtiles odeurs de discrimination. La discrimination directe, ça se prouve rarement. Des fois, il faut chercher de subtiles odeurs de discrimination. Vous avez 2 jugements ici, que c'est très intéressant à lire. Les 2 juges ont fait, évidemment, de nombreuses références à la jurisprudence passée. Si vous ne les connaissiez pas, allez les chercher, ça vaut la peine. Bon. Évidemment, il y a des questions, des fois, qui ont, dans celui, entre autres, de la Banque nationale. À un moment donné, c'est le vice-président de la banque qui témoignait. Puis il était heureux de dire qu'il y avait 10 500 postes à la banque. La banque était ouverte à tout. Puis je lui posais des questions sur des postes que je pouvais occuper à la banque, puis il n'y avait aucun poste qui semblait être disponible. Fait que le juge m'a interrompu, puis m'a demandé carrément au vice-président de la banque, M. Alborino, est-ce qu'il y a un poste au moins que Mme Montreuil pourrait occuper chez vous? Et la réponse a été non. Fait que le juge a arrêté le procès. Il dit, écoutez, c'est inutile d'aller plus loin. La banque fait de la preuve de discrimination. Mais à part de quelqu'un qui va vous déclarer non comme ça d'un ton sec, il faut passer par les subtiles odeurs de discrimination. Et c'est ça, vous allez voir ça dans les 2 jugements, particulièrement dans le deuxième, où on va reprendre encore ce critère que j'ai fait développer. Okay. Là, j'ai donné des exemples où il cite. Et je vous ai donné également 3 liens Internet en bas de cette page-ci, 89. 3 liens qui montrent la bataille de procédure que la banque a tenté de faire. La banque a même plaidé l'ordre public pour pas que je puisse présenter une proposition. Puis le juge a dit, écoutez, si Mme Montreuil s'est présentée devant la Cour d'appel, puis la Cour d'appel n'a pas dit qu'elle violait l'ordre public, je ne vois pas comment que la banque pourrait l'invoquer. Mais quand même. On continue, puis là, vous en avez des exemples, etc. Et ce qui est particulier, regardez à page 90, j'ai même obtenu un jugement contre la Commission canadienne des droits de la personne pour discrimination. Okay? On blâme la Commission de faire preuve de quoi? De discrimination, de refuser une plainte qui est pourtant en forme acceptable, etc. Même les commissions des droits de la personne, ça se condamne. Il ne faut jamais lâcher pour ça. Dans celui contre les forces armées, évidemment, on va le reprendre à plusieurs reprises, les subtiles odeurs de discrimination, au paragraphe 24, au paragraphe 67, au paragraphe 68. Ils vont même aller, le deuxième jugement, ils vont même aller devant la Cour fédérale pour tenter de casser le jugement. Et la Cour fédérale va maintenir le jugement. Okay. Regardez, le comité n'a pas pu fournir d'explications raisonnables justifiant ses décisions d'embauche de Montreuil pour un poste d'agent de grief. Et pour ces raisons, je conclus qu'il existe cette subtile odeur de discrimination. Bon. Donc, on parle d'une discrimination fondée sur le sexe transgenre. Quand je parlais tantôt de eiusdem generis pour étendre, sexe, bourrez-le de tout ce que vous voulez qui peut ressembler à sexe là-dedans, transgenre, homosexuel, orientation sexuelle, asexuée, tout ce que vous voulez, ça peut passer. La législation du mariage et de la compétence des États aux États-Unis. Aux États-Unis, il y avait une loi, évidemment, sur la défense du mariage, définissant comme celui entre l'union d'un homme et d'une femme. En juin 2013, la Cour l'a partiellement invalidé. Et en juin 2015, 2 ans plus tard, les couples homosexuels peuvent se marier à la grandeur du pays. Okay. Donc, je vous donne un exemple qui s'est passé dans l'État du Kentucky. Une greffière, qui est une chrétienne évangélique, refusait le mariage en invoquant ses convictions religieuses. Vous savez, convictions religieuses, ça devient la mode d'invoquer ça. Okay. Et le tribunal, ce qui est très important, le dernier paragraphe, dit le tribunal ne peut pas fermer les yeux sur la désobéissance volontaire. Les gens n'ont pas le pouvoir de choisir de qui ils suivent la loi. Okay. Et ils l'ont carrément envoyé en prison, purement simplement. Et elle refuse, le juge le constate, puis là, j'avais, etc., toute la descente qui en découle. Elle dit, je plaide le premier amendement, j'ai le droit, moi, en tant que fonctionnaire de l'État civil, de ne pas marier des personnes, de ne pas obéir à la loi civile. J'ai mis un petit court texte sur ça. J'ai même mis le YouTube
parce que ceux qui voulaient se marier ont filmé le refus de Mme Davis. Puis au nom de quelle autorité elle refuse? Quatrième paragraphe, vous le voyez, au nom de l'autorité de Dieu. Donc, c'est Dieu qui mène l'État et non pas la loi. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je vous donne tous les détails. D'ailleurs, au SODI, il faut savoir une chose. Le monde est élu par n'importe quel poste. Comme poste, comme maire, comme procureur de l'État ou procureur de la ville, comme shérif, et ainsi de suite. Elle avait été élue comme greffier en 2014. Dernière ligne de la page, en 2018, le candidat démocrate l'a battu. Évidemment, parce que quand on est comme ça, là, puis évidemment, je vous donne les détails où ça s'est rendu à son travail, là, puis c'est amusant parce qu'elle dit qu'elle est une nouvelle chrétienne. Puis regardez le paragraphe. Elle s'est vue reprocher sa bigoterie. Elle est très chrétienne. Elle s'est mariée 4 fois puis il y a eu 3 divorces. Donc, les gens ont ri d'elle aussi. Elle a découvert la grâce. Bon, en tout cas, je vous laisse lire tout ça. C'est amusant. La même chose s'est produite en France, purement et simplement. Je vous donne, parce qu'en France, ils ont une loi aussi sur le mariage homosexuel qui a été adoptée le 17 mai 2013, le cadeau de François Mitterrand. Et je donne un exemple qui s'est passé encore une fois, une qui a refusé de marier des lesbiennes dans ce cas-ci. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle dit, c'est pas de ma faute, je suis pas homophobe, mais je veux pas marier des lesbiennes. Bon. En tout cas, ils ont donné quand même une sanction purement et simplement. On dit quoi? Elle n'aurait dû se plier à la loi purement et simplement. Les droits LGBT, on achève, il nous reste 8 minutes en forçant. Là. Les droits des LGBT dans certains pays, on dit que c'est illégal, c'est un crime grave, etc. Au Maroc, c'est même les relations homosexuelles, tant féminines que masculines, sont illégales. En Algérie, je vous donne la sanction possible. C'est pas gros l'amende, 5 à 20 $, mais c'est plus la sanction de prison qui peut être pas drôle. En Espagne, c'est contraire. L'Espagne est un des pays qui ouvre le plus sa législation. Bon, fait que ça varie de pays en pays. Vous l'avez fait pour le Royaume-Uni aussi. L'homosexualité est passible de la peine de mort. Ça vous donne une idée. Allez pas y faire un tour dans ces pays-là. Le pays, les endroits où le mariage homosexuel est permis, vous pouvez aller faire un tour là. Vous pouvez signaler sur le site de l'ILGA toutes les cartes qu'ils ont pour ces renseignements-là. Votre passeport, tu as le choix entre féminin, masculin et X. Bon. Là, on vous explique ce qui se passe. Mais le gouvernement canadien vous avertit, là, qu'il y a des homosexuels, des lesbiennes dans la salle qui veulent des X. Le gouvernement du Canada ne peut pas garantir que les autres pays que vous visiterez ou par lesquels vous transiterez accepteront l'identifiant de genre ou de sexe figurant sur votre passeport. Donc, faites bien attention. Il vous dit en bas de la page, il se pourrait qu'on vous demande encore de fournir des renseignements concernant votre sexe, genre en termes de masculin ou féminin. Donc là, j'ai rajouté le lien sur le site du gouvernement du Canada. Il faut un paquet de recommandations, etc. Puis encore une fois, le principe, c'est si vous vous ramassez en prison quelque part, ben, vous êtes un petit peu coincé. Okay? Ça, je vous ai mis ça. En tout cas, c'est à lire simplement sur le passeport. J'en ai mis beaucoup. Okay? Puis vous parlez même des questions si vous voyagez avec des enfants, si c'est un couple homosexuel ou autre chose, il y a bien des éléments dessus. Moi, j'ai un F dans mon acte de naissance maintenant, j'ai un F dans mon passeport, je ne veux pas de complications à l'étranger. Si vous voulez un X, libre à vous, c'est votre choix, mais acceptez-en les conséquences. Moi, je me suis amusé à en faire une histoire. Je me fais ramasser en prison là, parce que j'étais bien en femme. Puis je vois le consul me dire, ma belle Hélène, tu n'aurais pas dû venir dans ce pays, ou tu n'aurais pas dû enfreindre telle loi, ou tu n'aurais pas dû t'habiller de telle manière, ou tu n'aurais pas dû tenir la main de ta copine, tu n'aurais pas dû boire de l'alcool en public, tu n'aurais pas dû te faire bronzer nu sur la plage, tu n'aurais pas dû critiquer le gouvernement public, tu n'aurais pas dû être en bikini dans la piscine de l'hôtel, tu n'aurais pas dû te faire photographier nu sur le mont Kinabalu en Malaisie. On va voir, il y a un article sur ça que je vous ai mis juste pour vous dire les problèmes que ça peut donner. Puis là, je récupère à Raouf Badawi, qui est en prison depuis 2012, une prison en sécurité maximale. Son avocat est également emprisonné. Moi, je ne veux pas, évidemment, me retrouver en prison. Je ne veux pas d'examen de mon passeport. Comme je disais qu'un sourire, j'ai un avantage sur la majorité des autres femmes.
Je peux me déguiser en homme, ça n'apparaîtra pas trop. Là. Donc, je donne un exemple, deux autres exemples intéressants. À Cuba, il y a un Québécois qui a loué une embarcation automobile, puis l'homme, en pilotant son embarcation, a heurté une autre embarcation et a tué une touriste ontarienne. Il est en prison présentement, il a ramassé 4 ans de prison. Ça vous tente de faire ça? Le gouvernement canadien peut bien vous dire qu'on est là pour vous supporter, mais limite. Okay. Les touristes détenus pour avoir posé nu sur une montagne. 3 touristes canadiens, un britannique et un néerlandais sont en garde à vue en Malaisie après avoir posé nu le 30 mai 2015 devant le mont Kinabalu, un lieu sacré. Des photos de 10 touristes nus sont répandues sur les réseaux sociaux, etc. D'après une tribu locale, cet acte aurait provoqué la colère des esprits et serait à l'origine du séisme mortel qui a meurtri la région le 5 juin 2015, donc quelques jours après la photo, faisant 18 morts. Ben, quand on dit, regardez les lois des pays, faites pas par exprès pour vous mettre dans le trouble. Et Yousdem Général, j'en ai parlé, vous connaissez de quoi on peut dire. Et mes commentaires partiels, hey, on arrive pile à l'heure, on arrive. Donc, on dit généralement dans nos pays occidentaux, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, ça va assez bien pour les LGBT, même si ce n'est pas partiellement reconnu partout, là, mais ça va assez bien. Dans anciens pays d'Europe de l'Est, Moyen-Orient, Asie, Afrique, etc., vous courez des risques. Parce que ces pays-là ont une histoire différente, ont des cultures différentes, une histoire, une évolution, une société. C'est tout ça qui est différent avec nous autres. C'est évident qu'ils peuvent ne pas penser de la même manière. Puis je rajoute être une personne LGBT, ajoute un élément supplémentaire de différence. Et comme dans mon cas, je suis une personne très visible et que je parle à tous, je me rends compte très facilement de cette différence. Mais les gens demeurent polis. Mais vous allez en Tchétchénie, qui est dans le sud de la Russie, toi, tu es un homosexuel, ta famille le sait. C'est un devoir d'honneur de te tuer. Il ne va pas te promener dans des coins comme ça, mais si tu veux faire du trekking et aller te ramasser dans des coins comme ça, vous voulez que je vous dise quoi? Je dis, les mentalités changent, mais lentement. Nous aurons besoin de 2 générations pour qu'une personne LGBT ne soit plus seulement tolérée, mais qu'elle soit acceptée comme une personne pleine et entière. La loi ne peut rien ou presque pour changer les mentalités, mais les modifications à la loi peuvent convaincre les gens de modifier leur opinion. Ce changement va prendre quelques temps. La jurisprudence va aider à régler, mais ce n'est pas encore fini. Donc, ça, je vous ai parlé de ça, évidemment. Je parle de concours de la fonction publique où il y en a un qui m'a dit qu'il ne m'embaucherait pas parce qu'il aurait peur de ce que ses employés penseraient de lui s'il m'embauchait. Il y a un autre cas, c'est l'adjointe administrative qui m'a appelé pour me dire mon patron a fermé le concours, il ne veut pas de transgenre dans son service. Bon. Fait que, je vous le dis en bas, être transgenre, ce n'est pas politiquement correct. Parce que ce n'est pas beau, chèque, BCBG, bon cycle, bon genre. Quand j'ai commencé ma transition en 97, les avocats m'ont dit, vous êtes la honte du barreau, le barreau, vous devrez vous radier. J'avais, vous serez avocate chez nous. Je suis encore avocate 20 ans plus tard. Je fais une note pour vous, mesdames. Les avocates ont toujours été plus gentilles et plus compréhensives envers moi. À mon souvenir, aucune ne m'a jamais fait de remarques désobligeantes. Une femme comprend probablement mieux ma situation. Je lui ai dit, il y a des mentalités à changer. Ma devise à moi, fluctuat nec mergitur. Pour ceux qui ne connaissent pas le latin, elle est battue par les flots, mais ne sombre pas. Donc, employez-moi la mode, je suis très résilient. Et je vous ai mis une chanson de Guy Béard. Le premier qui dit la vérité se trouve toujours sacrifié. D'abord, on le tue, puis on s'habitue. Bon, je suis le premier qui a dit la vérité en cette matière-là. On m'a tué à quelques reprises. Je vous ai donné le lien YouTube pour ça. Et j'arrive, je dis, vous pouvez la reproduire, ma présentation PowerPoint, vous pouvez l'utiliser. Je vous souhaite qu'elle soit utile. Et je vous donne le lien vers mon site Internet. Là, on passe à la grosse question. Avez-vous des questions? Merci beaucoup, Mme Montreuil, pour votre présentation fort intéressante. Un simple rappel pour l'ensemble des participants. On vous invite à écrire vos questions dans la rubrique questions-réponses en bas de votre écran. Aussi, vous vous identifiez avec votre prénom et votre nom. Donc, on va y aller avec une première question. Elle commence à rentrer progressivement de Dave Tremblay. Trouvez-vous que le projet de loi 70 sur les thérapies de conversion va assez loin, notamment sur les moyens mis en place pour empêcher cette pratique? La réponse est à la fois une réponse de transgenre. La réponse est à la fois oui et non.
C'est évident que pour une personne normale, une thérapie de conversion, ça n'aurait pas existé. Mais il y a malheureusement des personnes qui sont obsédées par la position de leurs parents, la position de l'Église ou la position de qui vous voulez, comme quoi qu'une thérapie de conversion pourrait être solitaire. Je vais prendre une gorgée d'eau avant de finir. Malheureusement, est-ce qu'on devrait en faire des théories des thérapies de conversion? Il y a des psychologues, honnêtement, qui disent oui, la plupart disent non. Si on considère qu'une thérapie de conversion est une attaque à l'intégrité de la personne et qu'on sait qu'on ne peut pas toucher à l'intégrité d'une personne sans son consentement, la thérapie de conversion ne devrait pas exister. Le gros problème qu'on a, c'est que souvent, la personne va être sous l'influence de ses parents ou d'un groupe religieux pour suivre une telle thérapie. Idéalement, les interdire complètement serait la chose idéale à faire, mais je suis certaine qu'ils vont invoquer la violation de leur droit d'aider leurs enfants de cette manière-là. Je ne suis pas convaincu que la théorie de conversion, c'est une pratique intelligente à pratiquer sur des personnes, surtout sur des mineurs. Là. Veux pas, la personnalité de quelqu'un se développe jusqu'à peu près 22-25 ans. Donc, toucher avant ça, faire des théories de conversion, est-ce à venir quelque chose? Je n'y crois pas réellement. C'est néfaste théoriquement pour l'équilibre psychologique de la personne. Merci beaucoup pour votre réponse. On a une autre question d'une Camille, je n'ai pas son nom de famille. Êtes-vous au courant des conditions de détention pour les personnes transgenres? Savez-vous si celles-ci peuvent bénéficier d'une réduction de peine en lien avec l'isolement, les dangers et les stress vécus en détention? C'est une question intéressante. Je n'ai pas cette information si elles peuvent bénéficier d'une réduction de peine. Seule chose que je sais, c'est qu'un exemple, quelqu'un d'homme à femme ou de femme à homme pourrait, au fédéral, là, on prend la cause Cavana, se faire transférer dans un établissement plus approprié à son sexe. Bon. Une chose certaine, si la personne a une bonne conduite, comme tous les détenus, elle pourra bénéficier d'une libération anticipée. Ça, c'est certain également. Bon. Est-ce que le fait d'être transgenre est une condition suffisante, ou transsexuel, est une condition suffisante pour se faire libérer? Je ne sais pas, je ne crois pas. On pourrait le demander, mais ce n'est pas certain. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'ailleurs la soldate américaine qui a livré des centaines de milliers de documents à Wikileaks et qui ont mis en prison, puis elle a changé de sexe en prison. Ce n'est pas une raison pour la libérer, mais elle a bénéficié d'une grâce présidentielle partielle ou quelque chose, là. Mais ce n'est pas une raison légale de la libérer. Merci. Écoute, on n'a pas d'autres questions du public. Par contre, je vous poserai, moi, une question d'ordre un peu général. Si on était pour innover et amener des nouvelles mesures en lien avec les transgenres, attendez, je vais quand même poser ma question, je vais aller à celle d'Isabelle Tessier par la suite. Qu'est-ce qui manque maintenant au Québec, au Canada, à travers dans le monde? Une mesure, une politique, une loi pour continuer à systématiquement améliorer la situation des transgenres? Je sais que ça paraît très, très vaste, très général comme question, mais vous avez parlé de plusieurs compartiments un peu dans votre présentation, puis je me demandais qu'est-ce qui pourrait être la prochaine étape qui pourrait vraiment aider à avancer la cause, la reconnaissance des droits? Ma réponse n'est pas tellement légale. Je vous dirais flanquer à la porte un paquet de personnes bouchées, obtus, qui ont des préjugés envers les homosexuels, envers les transgenres et ainsi de suite. Parce que souvent, je me rends compte, moi, pour me battre, la loi, elle est relativement bien faite. Le mot sexe, moi, je l'ai utilisé puis je l'ai étiré au maximum. Parce que dans le temps, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, ça n'existait pas dans la loi. Donc, j'ai plaidé sur le mot sexe. J'ai dit, on y va dessus, puis on enfonce. On dit tout ce qui est relié au mot sexe. Bon. Théoriquement, comme je dis, on pourrait rajouter un paquet d'éléments du LGBTTU, etc. dans les lois, mais est-ce que ça donnerait quelque chose? Moi, quand je vois un exemple, dans une des trois lois, je pense que dans la Charte canadienne ou dans la loi canadienne sur les droits de la personne, qu'on a marqué que la grossesse est un motif de discrimination. Mais la grossesse, c'est relié au sexe parce que seules les femmes peuvent être en état de grossesse. Bon, on a pris à peine de l'ajouter. Est-ce que c'est bon? Je ne dirais pas que c'est mauvais. Je dis c'est une pression de plus, mais jusqu'où le législateur serait-il prêt à aller?
je regardais toutes les définitions. Vous vous rappelez, j'ai une page, dans la 12e page, j'ai mis toutes les lettres du LGBT, etc. Il y en a plusieurs que je n'ai pas mis comme lettres, reliées au pansexisme, aux choses de genre. Là, puis les gens s'amusent à faire un paquet de descriptions supplémentaires. À un moment donné, il faut lâcher ça un peu. Là. C'est comme, prenez un exemple, le gars qui était demandé son permis de conduire à la SAC à Sherbrooke. Puis, vous savez comment c'est, on rentre, on prend un numéro, on s'assoit dans la salle, puis on attend qu'on appelle notre nom. Puis là, un exemple, le commis voit le dossier arriver devant lui, il regarde, puis il dit « Monsieur Denis Tremblay ». Un petit exemple. C'est une grande femme qui se lève, puis il engueule le préposé comme du poisson pourri. Mais le pauvre gars, il voit sur sa blague de Denis Tremblay, il voulait qu'il fasse quoi? Il l'appelle Madame Denis Tremblay. Si ça avait été une vraie femme, il pourrait se poser des questions pourquoi c'est Denis. Bon. Puis même, à un moment donné, si vous vous rappelez, dans les journaux, le gouvernement fédéral pensait bannir le monsieur et madame pour dire on appellera seulement Denis Tremblay. Bon. Moi, je trouve, je m'en vais dans les commerces, des fois on m'appelle monsieur, des fois on m'appelle madame. Quand on ne m'a pas regardé, on entend ma voix, on dit monsieur. Quand la caissière lève la tête, oh, excusez-moi, madame. Pensez-vous que je vais commencer à sommer pour ceux qui m'appellent monsieur ou madame, n'importe quoi? Dans mes cours, mes étudiants ne m'appellent pas monsieur, ils m'appellent madame ou ils m'appellent maître Montreuil, ou certains m'appellent Hélène tout simplement. Mais essayons d'éviter de mettre les gens mal à l'aise pour le plaisir de les mettre mal à l'aise. À Paris, j'étais avec une copine, Viviane. Elle, c'est une militante radicale. On est rentré dans un restaurant. On était tous les deux en femme, évidemment. Puis le commis regarde Viviane, qui est encore plus grande que moi. Il dit, dois-je vous appeler monsieur ou madame? Je ne sais pas, vous imaginez une revendicatrice à tout craint qui est tombée sur la tomate du pauvre serveur. Mais si tu comptes sa part de demander, doit-on l'appeler monsieur ou madame? Je vais même vous en donner un dernier exemple qui est amusant. Quand j'étais à Monet à Paris, Julie Snyder faisait une émission à Paris. Et Julie Snyder m'avait déjà reçu à son émission à Montréal, donc elle me connaissait. Donc, je décide avec ma conjointe Michel d'aller voir Julie. Son émission, c'est le lundi, c'est Julie, le mardi, c'est Julie, le mercredi, c'est Julie. Bon. J'arrive à l'émission, puis quand je rentre dans la salle, là, le monde dit, tu veux le travelot, regarde le travelot, regarde la grande folle, etc. Bon. Donc, on assiste à l'émission, puis à la fin de l'émission, Julie invite le monde qui veut lui parler à venir sur la scène en avant. Moi, je m'avance sur la scène, mais je reste à peu près à 10 pieds. Assez proche pour qu'elle me voie si elle veut me reconnaître, et assez loin pour ne pas l'embarrasser si elle ne veut pas me voir. Puis Julia tourne la tête, je vois Micheline, mon avocate préférée, viens Micheline, que je te présente à tout le monde. Là, brusquement, l'horrible travelot est devenu oh, madame l'avocate respectée de madame Snyder. C'est souvent une question de perception. C'est ça qui est le problème, le gros problème. Je ne peux pas y faire grand-chose, hein? Donc, c'est encore en quelque sorte une question d'éducation, selon vous. Une question d'éducation puis changement de génération. Ça, il faut que les générations tournent. Donc, pour compléter, on va prendre la question d'Isabelle Tessy. Quel est votre avis par rapport aux distinctions faites en milieu carcéral envers les personnes transgenres entre le statut préopératoire et post-opératoire? Moi, je serais d'accord avec la décision de la commission de la cause Cavana où on dit qu'on devrait leur trouver un statut spécial. On devrait carrément ils ont été dans un hôpital. Tous les hôpitaux ont toujours une section réservée, fermée, les grands hôpitaux. Dans un pénitencier comme Millhaven, ils en ont une section. Plutôt que la laisser dans une cellule, on a dû l'envoyer dans la section hôpital. C'est pas normal de laisser un homme qui se transforme en femme, dépendamment de sa grosseur aussi, puis tu l'envoies dans une prison pour hommes. C'est certain qu'il va se faire agresser puis violer, à moins que tu l'envoies en confinement 23 heures sur 24 dans sa cellule, ce que je trouve qui n'est pas brillant, qui n'est pas intelligent. On devrait le déplacer dans la section hôpital, infirmerie, le temps nécessaire aux opérations s'il y a lieu. Une fois les opérations faites, tu le transfères dans un établissement, d'exemple pour femmes, ce qui est la chose normale. Ce qu'ils n'ont pas fait avec Cynthia Cavana, ils l'ont gardé dans la prison pour hommes et honnêtement, je trouve pas ça normal. Merci pour votre réponse. Écoutez, il n'y a pas d'autres réponses pour le moment. Beaucoup de messages de remerciements. Donc, sur ce, on va mettre fin à cette dernière webconférence.
Je tiens à préciser à l'ensemble de nos participants que la Fondation rendra publique une autre programmation pour la saison d'hiver débutant au mois de janvier. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette 5e et dernière webconférence. Vous retrouvez sur notre chaîne YouTube les rediffusions de nos webconférences dans leur intégralité. Nous avons également relancé notre appel au texte sur le monde juridique en temps de crise. Si vous avez écrit un article sur le sujet et que vous souhaitez le proposer pour notre bibliothèque en ligne, contactez-nous à infofondation@barreau.qc.ca. Vous pouvez également nous préciser si vous souhaitez animer une webconférence sur votre sujet. N'hésitez pas à nous contacter et à transmettre l'information à vos consoeurs et confrères. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Nous espérons vous revoir lors de nos prochains événements qui débuteront en janvier. Donc, et moi, je me réserve le mot de la fin pour remercier tous ceux qui ont été présents. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et j'espère que le PowerPoint vous donne suffisamment de renseignements et de liens pour vos besoins personnels ou professionnels. Je tiens également à remercier évidemment les membres de la Fondation, que ce soit Maître Davis en premier, Mme Padovani, Mme Chauvin et Mme Yingsung. C'est très important ce que la Fondation fait, à la fois pour aider les jeunes, à la fois pour aider nos chercheurs et à la fois pour vous offrir de la formation qui est pertinente et utile. Donc à tous, je vous dis merci et à la prochaine. D'ailleurs, j'aurais dû vous montrer quelque chose de seconde. Juste, donnez-moi une seconde pour vous montrer quelque chose. Il n'y a pas de problème. C'est ma dernière diapositive. Génial. Et je vous laisse avec Maître Davis. Donc, c'est merci. Je mets fin, j'appuie sur le bouton et on se retrouve au mois de janvier. Au revoir.